criminel très rare aujourd'hui, assez proche de celui du célèbre Jean-Claude Roman. L'histoire d'un homme qui ment et qui, pris par ses mensonges, finit par tuer celle qui a découvert le poteau rose. Comme d'habitude, je ne vous donne pas son nom pour le moment, vous le découvrirez au cours du récit. Il s'agit du tueur de Laurence Maille, à Farbus, dans le Pas-de-Calais, en novembre 2007. Et pour le débrief tout à l'heure, j'ai invité l'avocate de la famille de Laurence Maille, réalisation Céline Lebras. Europe 1, Christophe Ondelatte. Le 28 novembre 2007, vers 16h30, en sortant de la polyclinique de Bois-Bernard, dans le Pas-de-Calais, une femme voit sur un rond-point un chien, avec la laisse qui pend, un joli petit cocker roux. Elle s'arrête. « Viens là mon chien, viens !» Elle se dit « Il a dû s'échapper ?» Alors elle le fait monter dans sa voiture et elle le ramène chez elle. Et là, elle s'aperçoit qu'il y a une petite médaille accrochée à son collier, avec une adresse. 3 rue du 11 novembre à Farbus. Farbus, c'est pas loin, 7 kilomètres. Alors elle va sur les pages jaunes, elle trouve le numéro, et elle appelle. Messagerie Orange, bonjour. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Pas de réponse. Alors toujours sur les pages jaunes, elle cherche le numéro des voisins. Allô ? Oui, bonjour. Voilà, je viens de trouver le chien de vos voisins. J'ai tenté de les appeler, mais ils sont pas là. Ah ben, je vais les prévenir. Je vais mettre un mot sur leur porte. En début de soirée, 19h15 exactement, les gendarmes de Vimy reçoivent l'appel d'un homme affolé. Bonjour. Voilà, je vous appelle. Ma compagne, Laurence Maille. Elle est partie depuis 15 heures promener son chien. Elle n'est pas rentrée. Les gendarmes vont sur place, à Farbus, aux 3 rue du 11 novembre. Et là, ils sont accueillis par le compagnon de la disparue, John Zablewski. Vous comprenez ce qui m'inquiète, c'est que je viens de découvrir un mot de ma voisine sur ma porte. Elle me dit qu'on a retrouvé la petite chienne de Laurence, Chloé, à Bois-Bernard. Il a raison. Qu'est-ce que le cocker de Laurence faisait si loin de Farbus? Et quand avez-vous eu des nouvelles de votre compagne pour la dernière fois, monsieur? C'était vers 16h. Elle m'a envoyé un SMS, justement pour me prévenir qu'elle allait promener son chien. Vous étiez où, vous, à ce moment-là? J'étais à ma salle de sport, à Lens. Les gendarmes demandent alors à John s'il est possible que Laurence ait fait une fugue en abandonnant son chien. Ah non, c'est impensable. On vient de se mettre ensemble. Elle est en instance de divorce avec son mari, et d'ailleurs elle avait rendez-vous avec lui ce soir à 7h chez le notaire pour régler les détails de la vente de leur maison. J'ai vérifié, elle n'est pas allée au rendez-vous. Là-dessus, justement, arrive le mari, ou l'ex-mari. Il vient d'apprendre que son ex-femme a disparu. Et il dit aux gendarmes, « Je trouve ça vraiment bizarre. Ça sent pas bon. Non, ça sent pas bon. » Et donc, 3 patrouilles de gendarmes commencent à fouiller les environs. Laurence a peut-être fait un malaise en promenant son chien. Ils arrêtent à minuit. Aucune trace de la jeune femme. Le lendemain, l'enquête est confiée à la section de recherche de Lille. Et là, on monte d'un cran. Plus de 100 gendarmes ratissent le village de Farbus. Laurence et John vivent là depuis 6 mois seulement. Peu de gens les connaissent. Ensuite, les gendarmes élargissent leur périmètre. Ils fouillent la campagne alentour, les champs, les sous-bois. Ils installent des barrages routiers. Bonjour, messieurs, dames. Je vous montre la photo d'une personne qui a disparu dans le secteur. Est-ce que, par hasard, vous l'auriez aperçue? Personne ne l'a vue. Laurence est introuvable.
Et les gendarmes décident de fouiller sa maison, la maison qu'elle occupe avec son ami John. Et là, ils trouvent son sac à main, ses clés, son portable, ses papiers d'identité, son portefeuille, ce qui est déjà la preuve qu'elle n'a pas fait de fugue. Et naturellement, avec l'aide de John, il reconstitue son emploi du temps le jour de sa disparition. Le matin du 28, Laurence est souffrante. Elle ne va pas travailler à la Sécu à Lens où elle est employée. John lui prépare son petit-déj, il reste avec elle à la maison. En fin de matinée, il sort acheter du pain en voiture. Il dit qu'il ne trouve aucune boulangerie d'ouverte. Vers 14h, il va à Lens faire des courses. Il rend un DVD qu'il avait emprunté la veille. Il passe à la pharmacie retirer des médicaments pour Laurence et il va à sa salle de sport. Et c'est là qu'il reçoit le dernier SMS de Laurence. N'oublie pas de passer à la pharmacie, je vais promener le chien. Les gendarmes apprennent que Laurence a par ailleurs envoyé un SMS vers 9h à une collègue de la Sécu. Bonjour Sylvie, peux-tu prévenir la chef que je serai absent aujourd'hui parce que je suis malade? Et juste après, elle envoie un SMS à son amie Corinne, avec laquelle elle fait du sport. Coucou, aujourd'hui je suis resté au lit, je suis naze et j'ai mal au ventre. Je serai en forme jeudi en cours. Voilà. C'est un peu maigre tout ça. Et ça n'ouvre aucune piste. Aucune. Alors s'il n'y a pas de piste extérieure, quoi de plus naturel que de s'intéresser aux proches? Oh, me dites pas que vous n'y avez pas pensé. Le mari en cours de divorce. Ou alors le nouveau compagnon, John. Comment se sont-ils rencontrés, Laurence et lui? On s'est rencontrés il y a environ 1 an et demi, à la salle de sport à Lens. Moi, j'étais marié, j'ai 2 enfants. Mais on était en train de se séparer avec ma femme. En revanche, elle a quitté son mari pour moi, quoi. Ça fait un mobile, ça. Le mari qui tue sa femme parce qu'elle l'a quitté pour un autre. Quant à John, comment imaginer qu'il est mêlé à cette histoire? Depuis la disparition de Laurence, il est très actif. Il a imprimé un avis de recherche, il est allé le placarder dans tous les coins de rue, dans tous les magasins, il a mobilisé la presse, il veut organiser une battue, il est même allé voir une voyante qui lui aurait dit « Laurence souffre d'un problème respiratoire. Elle se trouve entre le mont Saint-Éloi et Vimy. Je vois son corps enterré, près de grands sapins. » Il est allé le dire tout de suite aux gendarmes, qui ne l'ont écouté que d'une oreille, mettez-vous à leur place, une voyante. Et entre nous, John lui aussi a des soupçons sur le mari, et il finit par en parler aux gendarmes. Mais moi je me demande s'il l'a pas tué, pour garder la maison. Eh oui. Je vous rappelle que le soir de sa disparition, Laurence avait rendez-vous chez le notaire pour régler avec son mari, et bientôt ex-mari, la vente de la maison commune. Aujourd'hui, elle est morte. À qui revient la maison tout entière? Eh ben, au mari. Les gendarmes décident donc de vérifier l'emploi du temps du mari. Et c'est vite fait. Il travaille dans une banque. Et le 28, il n'a pas quitté son bureau de la journée. Il y a 10 personnes pour le confirmer. Alors ils interrogent les amis communs sur les circonstances du divorce. Est-ce qu'il y avait un conflit? Oh bah pas du tout. Ça se passait très bien. C'était pas un divorce conflictuel du tout. Conclusion des gendarmes, John s'est fait des idées. Le mari n'y est pour rien. À moins qu'il n'ait voulu détourner l'attention, parce que, entre nous, il est bizarre ce John. Il en fait trop. Avec eux, avec les journalistes, il en fait des caisses. Il y a quelque chose qui sonne faux chez lui. Et puis ses déclarations, il y a 2 ou 3 trucs qui clochent. Par exemple, depuis la disparition de Laurence, il a changé la serrure de la porte arrière de la maison. Pourquoi? Eh ben, il est incapable de l'expliquer. Le chien,
On le retrouve à 7 kilomètres de Farbus, mais il est tout propre, il est tout pompodé, comme si on venait de le déposer sur le rond-point où on l'a trouvé. Et puis, le SMS que Laurence est censé avoir envoyé à sa collègue de la Sécu, Sylvie. Il commence par « Bonjour Sylvie ». Or, la copine dit que Laurence commence toujours ses messages par « Bonjour ma poulette ». Alors ajoutez à ça une faute d'orthographe, « Je serai absent » au lieu de « Je serai absente ». Et puis cette phrase « Peux-tu prévenir la chef ?» Laurence avait de très bons rapports avec sa supérieure. Elle avait son portable. Elle n'avait aucune raison de passer par la collègue pour la prévenir. Pour être clair, les gendarmes se demandent si ces messages ont vraiment été écrits par Laurence, ou s'ils ont été écrits par quelqu'un d'autre. Par exemple, par son ami John. Alors, voyons ce que dit le portable de John Zablewski, et mettons-le en parallèle avec le portable de Laurence. Tiens. Quand Laurence envoie le message « Je vais promener le chien », John est juste à côté d'elle, alors qu'il est censé être à la salle de sport. Et après, quand John se déplace, eh bien le portable de Laurence se déplace aussi. Ça n'est pas du tout ce qu'il a raconté. Il a dit qu'elle était malade, qu'elle était restée au lit, et qu'il est allé seul à Lens. Il a menti. Et il n'y a pas que là-dessus qu'il a menti. Il dit qu'en fin de matinée, il va chercher du pain, mais que toutes les boulangeries sont fermées. C'est faux. Les gendarmes ont vérifié. Les 2 boulangeries de Farbus étaient ouvertes. Alors, monsieur Zablewski, pourquoi est-ce que vous nous racontez des salades ? Six jours après le meurtre, les gendarmes reviennent fouiller la maison de Farbus, avec une équipe de TIC, les experts de la gendarmerie. Quand ils débarquent... Bonjour, monsieur Zablewski. Nous avons un mandat du juge pour perquisitionner à nouveau la maison. Alors bien sûr, vous êtes libre de rester. Ou vous pouvez vaquer à vos occupations. On en a pour un moment, je vous préviens. Qu'est-ce que vous faites, vous ? Vous restez ou vous partez ? Vous restez ? Eh bien lui, il part, comme si ça n'était plus son affaire. C'est l'impression qu'il donne. Sauf que les gendarmes le filochent de loin. Et ils le suivent jusqu'à Lens, où ils le voient entrer dans une bijouterie. Ils le laissent ressortir, ils attendent un peu, et ils vont voir le bijoutier. Oh ben il m'a porté 2 bagues à vendre. J'en ai donné 40 €. Ces 2 bagues, les gendarmes les montrent à la mère de Laurence. Oh ben ce sont les bagues de ma fille. Je les reconnais. John Zablewski vient tranquillement de vendre les bijoux de sa compagne disparue. Quel homme déroutant. Retournons dans la maison de Farbus. Les TIC viennent de faire une sacrée découverte. Le matelas conjugal, il est couvert de taches de sang. Couvert, il y a du sang aussi sur le montant du lit. Et vu la quantité, il ne pourra pas dire que c'est un saignement de nez. Et c'est pas tout. Les TIC pulvérisent les pièces du rez-de-chaussée avec un produit qui s'appelle du Blue Star. Et à la lumière noire, ils voient apparaître des traces de sang dans le couloir. C'est une scène de crime. La maison est une scène de crime. Et juste après, qui voilà ? John Zablewski, qui rentre de sa promenade avec les 40 € des 2 bagues de sa chérie dans la poche. Il affiche un air serein. Dites-moi, monsieur Zablewski, on a trouvé des traces de sang sur votre matelas. Vous avez une explication ? Oh ben Laurence a dû saigner au lit ? Voilà, c'est en général ce qu'on dit. Et donc fini de rigoler, monsieur Zablewski, vous êtes placé en garde à vue. Laurence a disparu depuis 6 jours. Elle est où, Laurence ? Allez, dis-le. C'est peut-être pas toi qui l'as tuée, elle a peut-être eu un accident. Mais elle est où ? Je vais vous dire la vérité. Ouais, elle est morte. Et là, mes amis, écoutez ce que l'oiseau va nous servir. Je suis parti faire un footing.
Quand je suis rentré, je pensais trouver Laurence au lit, malade. Je l'ai trouvée dans son lit, oui, mais un fil de fer serré autour de la gorge. Accrochée au bois de lit, elle était morte. S'était suicidée. Je suis resté là un moment. Je me suis dit, on va m'accuser. On va dire que c'est moi. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas appelé les gendarmes, les secours? J'étais paniqué de la voir comme ça. Alors je l'ai habillée en tenue de joggeuse. Je l'ai mise dans le coffre. Il dit qu'il est allé dans le bois de Vimy, à 5 kilomètres. Je l'ai prise dans mes bras. Je suis tombé plusieurs fois. Et puis j'ai creusé. Je l'ai enterré. Et j'ai recouvert la terre de feuilles. Puis je suis parti. Et après, il dit qu'il a déposé la chienne Chloé sur le rond-point, qu'il a rédigé les faux SMS, qu'il est allé à Lens pour se créer un alibi. Et voilà. Vous avez compris l'enjeu, maintenant? Faut-il croire à cette histoire de suicide? Les gendarmes n'y croient pas une seconde, je vous le dis tout de suite, et vous non plus d'ailleurs, et moi non plus. Dans l'immédiat, où est le corps de Laurence? Il est 2h du matin. Est-ce qu'on y va tout de suite, ou est-ce qu'on attend demain? Eh bien lui, il est d'accord pour y aller tout de suite. Alors on appelle la juge d'instruction, on la réveille, on embarque l'avocate, et on va dans le bois de Vimy, où sans la moindre hésitation, John Zablewski montre l'endroit. C'est là. Les gendarmes commencent à creuser. Faites attention avec les pelles. Vous allez toucher le corps et l'abîmer. Et à peu près sous 30 centimètres de terre, il tombe sur le corps de Laurence, les pieds et les poings ligotés par du scotch et la tête couverte d'un sac poubelle. Pourquoi vous avez mis le sac? Je voulais pas que le visage de Laurence soit attaqué par les bêtes qui vivent sous terre. Et John Zablewski réclame de retirer lui-même le sac. Ça lui est refusé, bien sûr. Et donc il est mis en examen pour homicide volontaire aggravé et envoyé à la prison d'Arras. Une autopsie est réalisée, bien sûr. Et on trouve des traces de strangulation, 2 sillons sur le cou qui collent avec l'usage du fil de fer. Mais d'après ce que dit le légiste, elle n'a pas pu se faire ça elle-même. C'est impossible. Il a fallu serrer très longtemps. Et par ailleurs, il y a des ecchymoses sur la tête et sur le visage. Elle a saigné. Et c'est ça qui donne les taches de sang sur le matelas. Et ça, elle ne se l'est pas fait elle-même. Ils se sont bagarrés, c'est clair. Dans son sang, on trouve aussi du zolpidem, un somnifère, un hypnotique, en grande quantité. Le légiste suppose qu'elle en prenait souvent, et depuis plusieurs mois. Alors ce fil de fer, monsieur Zablewski, où est-il? Je l'ai jeté sous le pont du canal. À Arnes. Ok. On l'emmène sur place, on envoie des plongeurs, l'eau est très trouble, au fond c'est de la vase, on ne trouve pas le fil de fer. Mais Zablewski s'accroche toujours à sa thèse du suicide. Là-dessus, 15 jours après la mort de Laurence, arrive chez l'avocat de John Zablewski une lettre anonyme, bourrée de fautes d'orthographe. Une lettre qui explique que John est innocent et qu'il est incarcéré à tort. Le vrai coupable, c'est le mari, avec cette explication. Il préfère voir son épouse morte qu'heureuse avec un autre. La lettre désigne aussi des complices, un couple d'amis du mari. 2 semaines plus tard, 2e lettre, qui cette fois contient un plan qui indique un endroit où seraient enterrés des clés et des bijoux. Et cet endroit, c'est le pont sur le canal à Arnes, le même où on a cherché le fil de fer. Et donc on fouille avec des détecteurs de métaux, et on ne trouve ni clés, ni bijoux.
Mais les gendarmes reviennent tout de même à la piste du mari, on sait jamais. Alors que je vous rappelle que matériellement, il ne peut pas tuer Laurence puisqu'il est au travail. Mais on vérifie ses connexions informatiques, son téléphone. Et décidément non, ça ne peut pas être lui. Quant aux amis, lui est dentiste et il l'a consulté toute la matinée. Et elle a fait des courses à Lens, sa carte bancaire le prouve. On fouille la cellule de John Zablewski. Et on tombe sur un bloc-notes, des enveloppes et des crayons. C'est le même papier que la lettre anonyme, les mêmes enveloppes. Et sur le bloc-notes, on trouve ce qu'on appelle un foulage, c'est-à-dire qu'en écrivant sa soi-disant lettre anonyme, Zablewski a légèrement gravé la page du dessous. C'est lui, bien sûr, qui a écrit cette lettre dans une misérable tentative de se disculper. Alors qui est ce type-là, qui est sans doute l'assassin de Laurence May? John a grandi à Arnes, père soudeur, mère épicière et femme de ménage. Scolarité moyenne, il passe son BEP, il enchaîne les petits boulots et il trafique un peu de cannabis. Ensuite, il fait son service militaire dans un régiment de parachutistes. Il est prêt, dit-on, à s'engager. Mais il se marie et il devient papa d'un petit garçon et donc il renonce à l'armée. Et comme c'est un beau parleur, il trouve un poste de commercial dans le secteur de l'intérim. Il est chargé de placer des ouvriers sur les chantiers. Et ça lui donne un petit train de vie. Ça le rend crâneur, flambeur, belle voiture, beaux vêtements, assez bien gaulé par ailleurs grâce à la salle de sport. Il n'est que commercial. Mais sur sa carte de visite, il écrit « directeur d'agence ». Ça en dit long sur le personnage. Quelques mois avant le crime, il démissionne de son agence pour une autre agence où il prend du galon. Mais il se fait virer au bout de 6 mois. Et ça, on s'aperçoit qu'il ne le dit pas à Laurence, sa nouvelle compagne. Il lui cache qu'il est au chômage. Le matin, il fait semblant d'aller travailler. Et le soir, semblant de rentrer du travail. En vérité, il passe ses journées à la salle de sport. Il y a du Jean-Claude Roman dans John Zablewski. Parce qu'en plus, il est sans emploi, mais il dépense, ça pour dépenser, il fait des chèques à tire-larigot, et là, arrive la scène qui est sans doute à l'origine du crime. Laurence découvre qu'il ne paye plus le loyer de la maison. Elle découvre le poteau rose, l'orgueil de John en prend un coup. Le 23 novembre, 5 jours avant le crime, un huissier de justice se présente à la maison. John Zablewski parvient à ruser, il se fait passer pour quelqu'un d'autre. Il évite la saisie. Mais on a le mobile. L'honneur blessé de Zablewski. Il tue Laurence parce que Laurence a découvert qu'il était un menteur. Et si vous aviez encore un doute, écoutez ce que raconte sa maîtresse, Maëva. Et oui, forcément, il a une maîtresse. La dernière fois qu'ils se sont vus, elle dit qu'ils n'ont pas couché ensemble, mais qu'ils ont dormi ensemble. Et au milieu de la nuit, je me suis réveillé d'un coup. J'ai senti comme une pression sur le cou. J'ai crié « Aïe !» Il était en train de m'étrangler. Elle a gardé la trace 2 jours. Ah, autre chose. Vous vous souvenez du somnifère, le zolpidem, dont on retrouve une grosse quantité dans le sang de Laurence. On a pu penser que c'est elle qui le prenait. Mais les gendarmes sont allés voir dans les fichiers de la Sécu. Aucun médecin ne lui a jamais prescrit de zolpidem. Alors que lui, en revanche, John, s'en est fait prescrire par son docteur 1 semaine avant le meurtre de Laurence. Pendant combien de temps va-t-il défendre encore la thèse du suicide ? Un an après le crime, John Zablewski est à nouveau interrogé par la juge. Il a compris que son histoire ne tient pas, alors il en invente une autre. Tout ce que j'ai dit jusqu'ici est faux.
C'est pas du tout ce qui s'est passé. Je suis prêt à dire aujourd'hui ce qui s'est réellement passé. Et là, accrochez-vous. Laurence a été tuée par la mafia de Lens. Si. Et voilà le scénario. John prétend qu'un jour, dans un bar de Lens, le sombrero, il rencontre un certain Marcello, qui lui propose de monter le plan suivant. Il doit récupérer les pièces d'identité des personnes qui viennent s'inscrire dans son agence d'intérim, et avec, Marcello veut ouvrir des comptes bancaires. Je lui ai dit que j'étais d'accord, mais que ça avait un prix. Je lui ai demandé 200 000 euros. Il a refusé. Et donc, il a voulu récupérer mes fichiers sans payer, quoi. Il a envoyé 3 mecs chez moi. Et le 28, quand je suis rentré, ces 3 mecs m'attendaient. Et là, ils m'ont amené à l'étage et... j'ai vu qu'ils avaient tué Laurence. Et après, ils m'ont conduit pour enterrer le cadavre jusqu'au bois de Vimy. C'est comme ça que je savais où elle était. Quelle fable! Mais quelle fable! Qui peut croire à une fable pareille? Et les gendarmes perdent un temps fou à essayer d'identifier ce Marcello qui bien sûr n'existe pas. Alors, quelle version va-t-il servir devant la cour d'assises? Le procès de John Zablewski s'ouvre le 28 mars 2011 devant la cour d'assises du Pas-de-Calais. Il entre dans le box, il ne jette pas un regard à la salle. Et la présidente lui demande: « Monsieur Zablewski, levez-vous, je vous prie. Quelles sont vos intentions? Allez-vous plaider coupable ou non coupable ?» « Coupable, Madame la Présidente. » Étonnement général dans la salle d'assises. Après 3 ans et demi de mensonges, il va donc dire la vérité. Eh bien oui. Et voilà ce qu'il raconte. Enfin. Elle avait découvert mes mensonges. Le fait que j'étais au chômage, tout ça. On s'est disputé. Elle voulait me quitter. J'ai été pris d'un coup de colère. On était dans la chambre. Je l'ai poussée sur le lit. Je voulais la faire taire. Elle avait un collier et un foulard, alors j'ai serré. Et puis à un moment, je me suis aperçu qu'elle bougeait plus. Je venais de la tuer. Il a raconté tout ça d'une voix monocorde, sans aucune émotion. Mais au moins, il a enfin reconnu les faits. Enfin. À la fin du procès, l'avocat général requiert 30 ans de réclusion criminelle, assorti d'une période de sûreté de 15 ans. Mais les jurés sont encore plus durs. En moins de 2 heures, ils condamnent John Zablewski à 30 ans de prison, assorti de 20 ans de sûreté. Verdict qu'il accueille sans aucun signe d'émotion. Mais il fait appel. Et donc il est rejugé devant les assises de Douai en février 2012. Il n'a pas changé de version. C'est un crime passionnel. Elle a découvert le poteau rose, il l'a étranglé sur un coup de sang. Sauf qu'il y a le zolpidem. Et ça n'a pas échappé à l'avocat général. Vous lui avez administré un somnifère jour après jour, monsieur. Et donc ça n'est pas un coup de sang, n'est-ce pas? C'est un crime prémédité. C'est un assassinat. Pour lequel je vous demande une peine de 30 ans de réclusion criminelle, assortie de 20 ans de sûreté. Monsieur Zablewski est dangereux, mesdames et messieurs. 30 ans, 20 ans de sûreté, l'avocat de Zablewski, maître Gribouvin, trouve que c'est beaucoup. Enfin, c'est une peine disproportionnée. C'est une peine de serial killer, de multirécidiviste, de barbare. Mais ça ne convainc pas beaucoup les jurés, qui condamnent finalement Zablewski à 30 ans de réclusion criminelle, assorti d'une période de sûreté de 20 ans, avec en bonus un suivi socio-judiciaire de 10 ans après sa sortie.
Et c'est la fin de cette histoire que nous allons maintenant débriefer avec maître Marianne Blétrac du barreau de Béthune. Vous étiez, maître Blétrac, dans cette affaire, l'avocate partie civile, donc l'avocate de la famille de la victime, Laurence Maille. Première observation sur le verdict. John Zablewski est condamné pour meurtre, n'est-ce pas pour assassinat? En effet, il est condamné pour meurtre et pas pour assassinat, puisque ça n'a pas été retenu lors de l'instruction. Donc, on ne pouvait pas changer en cours de procédure le fait que ce soit un meurtre et pas un assassinat. Ça aurait été très très compliqué pour prouver l'assassinat. Donc, c'est sur meurtre qu'il a été condamné, mais très lourdement, puisque pour un meurtre, c'est pas la peine normalement réclamée. Oui, il a raison, maître Gribouva. 30 ans, plus 20 ans de sûreté, plus 10 ans de suivi socio-judiciaire, pour un meurtre qui n'est pas un assassinat, c'est beaucoup quand même. C'est énorme. Ça correspond à quoi? Ça correspond à son attitude générale. Hein. En fait, Zablewski nous a menés en bateau pendant 3 ans et demi. L'instruction a été menée avec beaucoup de précision. Madame le juge d'instruction a suivi toutes les pistes qu'il a données. Donc ça a fait perdre énormément de temps. Il faut penser aussi aux victimes, c'est-à-dire aux parents qui étaient là derrière et qui disaient mais pourquoi c'est si long, quand est-ce qu'il va être jugé, etc. Donc surtout que mes clients, monsieur et madame Maille, ce sont des personnes âgées, c'était leur fille unique. Donc vous voyez à quel point ça pouvait être choquant pour eux que ça soit si long. J'imagine que le fait que la maîtresse, la Maëva, elle aussi vienne dire il a failli m'étrangler a pesé. Ah évidemment. Lui il a contesté, évidemment, il contestait, mais je vois pas pourquoi elle aurait raconté ça, cette jeune femme. D'ailleurs, c'était après la disparition, on n'avait pas encore retrouvé Laurence, mais c'était après la disparition de Laurence, il l'avait appelée pour venir passer la soirée avec lui, il a tenté de coucher avec elle, elle n'a pas voulu. Donc ils ont dormi parce que, je sais pas, il était angoissé, soi-disant, dans le même lit, et pendant la nuit, il aurait tenté de l'étrangler. Ce qui se dessine là, c'est un tueur en série. C'est très inquiétant, oui, en effet. Je pense pas qu'il ait tué d'autres personnes, mais il était très violent avec sa première femme. Hein. L'avocat général a raison quand il dit cet homme est extrêmement dangereux. Ce que les faits eux-mêmes ne prouvent pas forcément. Oui, mais là, je pense que c'est un homme très dangereux, parce que même sa façon d'agir pendant toute la procédure montre que c'est quelqu'un de dangereux et de très manipulateur. Parlez-nous de cet homme, parce que nous, on l'a pas vu, vous, oui, pendant les deux procès d'assises. C'est un beau gosse? Ah oui, c'est un beau gosse, bien costaud, faisant beaucoup de gymnastique, même à la prison, il avait pas perdu ses biceps. Hein. Ouais. Il continue à faire du sport, voilà. C'est un gars... séducteur, séduisant. beau parleur, oui, pour celui qui plaît, oui, il peut être séduisant sûrement. Laurence, elle a rêvé, quoi, elle a rêvé de ce prince charmant et elle est tombée follement amoureuse de lui au départ, hein, ça c'est sûr et certain. Ce qui est inquiétant, à contrario, c'est son extrême froideur, notamment quand il prononce ses aveux devant la première cour d'assises. Moi, j'ai noté qu'il